Bonjour Xavier Pinon, on est là pour parler aujourd'hui de Selectra et plus principalement de toi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux déjà nous dire ton parcours universitaire et un petit peu le principe de Selectra? Super, bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Alors du coup moi j'ai 31 ans aujourd'hui, j'étais à Sciences Po Paris, c'est là où j'ai rencontré mon associé Orion Nopu, en cours de japonais d'ailleurs. Et puis j'étais en double diplôme avec Columbia University à New York, donc à Sciences Po c'était plutôt la partie stratégie d'entreprise, et puis à Columbia c'était plutôt la partie énergie, économie du monde de l'énergie, qui donc se sont réunis et assez bien trouvés finalement dans le projet Selectra. Donc Selectra c'est une boîte qu'on a créée quand on était étudiants tous les deux à Sciences Po, un peu pour rigoler en parallèle de nos études. Et puis après ma diplomation, moi j'ai fait un peu de conseil 1 an et demi. Orient... Donc tu as été salarié? Ouais, donc j'ai été salarié. Orion, lui, tout de suite après ses études, s'est mis à plein temps sur Selectra. Je l'ai rejoint 1 an plus tard à plein temps, moi aussi. Et donc du coup, pendant 3 ou 4 ans, Selectra, c'était simplement un projet étudiant, avant que ça devienne une vraie activité professionnelle à plein temps. Donc notre activité, c'est la comparaison des fournisseurs d'électricité, de gaz, d'accès à Internet, de téléphonie mobile, d'assurance, bref, de plein de produits et services de la maison et de plus en plus nombreux. Concrètement, on peut nous appeler quand on veut réduire ses factures d'énergie ou d'accès à Internet ou des différents produits. On peut nous appeler quand on déménage, et donc dans ces cas-là, on va souscrire les différents produits et services qui sont nécessaires quand on déménage, donc le devis pour le déménageur, bien sûr l'énergie pour mettre ses compteurs à son nom, installer sa box Internet, bref. Et on fait aussi des opérations d'achat groupé, où donc là on va réunir des dizaines de milliers de consommateurs qui tous ensemble nous disent « je veux bien changer pour obtenir une offre moins chère », mais à condition qu'on me propose un prix vraiment canon. Et donc au nom de cette communauté, on va envoyer un appel d'offres à tous les fournisseurs et on va leur demander qu'est-ce que vous pouvez nous faire pour convaincre toute cette communauté de changer de fournisseur et de faire des économies. Et puis une fois qu'on aura négocié une offre, on va l'envoyer à tous les préinscrits en leur disant voici l'offre, on pense que ça va vous faire économiser tant d'euros par an, donc maintenant vous êtes libre soit d'y souscrire, soit d'y renoncer. Ok, alors je suis obligé de poser la question parce que sur ma chaîne YouTube j'ai une communauté d'entrepreneurs assidus, mais j'ai aussi plein d'entrepreneurs en herbe. Tu disais que tu avais lancé ta boîte en parallèle de tes études. Est-ce que quand tu l'as lancée, tu as tout de suite fait tout de façon très clean? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es à l'aise de communiquer? Est-ce que quand tu as lancé ta boîte, tu as monté une SARL, etc., etc. Ou est-ce qu'au début, tu as lancé un petit peu comme tu pouvais, sans trop te soucier des papiers, du compte bancaire, etc., etc. Alors au tout début, dans la phase de création du projet, là on n'a pas créé de structure juridique immédiatement. Je ne suis pas sûr que le statut d'auto-entrepreneur existait déjà à l'époque. Okay. Et c'était en quelle année? C'était en 2007. 2007, ok. Et puis ensuite, en fait, on a fait notre premier chiffre d'affaires, c'était en août 2007. On a vu sur une plateforme d'affiliation 40 € qui était apparu, une première vente qui avait été réalisée, et il fallait qu'on se la fasse payer. Donc là, on a créé une SARL à ce Donc tu as créé une SARL pour 40 € au départ? Exactement, oui, tout à fait. Tu as été beaucoup plus clean que moi. Mais en fait, mon père lui-même avait un petit cabinet de courtage d'assurance, donc il m'a beaucoup aidé sur le sujet administratif. Effectivement, au début, c'est pas si facile que ça et on n'y connaît pas forcément grand-chose. Mais c'était aussi l'objectif d'apprendre cette partie-là, en fait. Ok, c'est très marrant, mais mon père est courtier en assurance aussi. Ah. Donc, alors, ok, les petites questions. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur? Ou est-ce que c'est venu comme ça sur le tas? Parce que tu dis tu as lancé à côté, etc. Mais est-ce que, vu que tu as eu un taf en CDI aussi, est-ce que vraiment l'objectif final c'était d'être entrepreneur dans ta tête? Ou est-ce que vraiment c'est venu comme ça et puis finalement ça t'est tombé dessus? Alors non, ça m'est plutôt venu comme ça et ça m'est un peu tombé dessus. Donc, comme dans plein d'autres domaines, je suis un peu indécis. J'étais un peu indécis dans ce que je voulais faire de ma vie. Au début, je voulais être diplomate, mais en fait, je me suis rendu compte que je préférais vivre en France. Parce que c'était là où étaient mes amis, ma famille, et que j'avais pas trop envie de m'en éloigner sur le long terme. Et donc du coup, là, je savais pas très bien ce que je voulais faire de ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de conseil. D'ailleurs, honnêtement, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, qui finissent dans le conseil. C'est pas très bien pour eux, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que ça laisse plein de portes ouvertes, et puis qu'on voit des missions diversifiées, etc. Et donc c'est vraiment sur proposition de mon associé qui a dit tiens, si on crée une boîte, que j'y suis allé. Mais c'était pas du tout un projet mûrement réfléchi de longue date. Donc initialement, tu penses que lui, par exemple, il était plus dans l'objectif final d'être entrepreneur et qui t'a un peu drivé dans l'aventure? Oui, lui, je pense que c'est autre chose. Je le voyais vraiment mal être salarié, pour le coup, parce que un tempérament très libre, très difficile à canaliser finalement, et ayant plein de bonnes idées à la seconde, mais pas du tout... rentrant pas du tout dans un moule précis et dans un cadre je connais ce modèle de grande reprise. Voilà.
Du coup, pour lui, ça faisait peut-être sens de façon hyper naturelle. Moi, c'était moins le cas pour moi. J'ai été aussi salarié et j'en étais très heureux. Donc voilà, je n'étais pas tout à fait dans son état d'esprit. Du coup, tout naturellement, c'est ta première société que tu as créée. Ouais, voilà. Donc tu n'as pas connu, parce que c'est intéressant aussi pour les gens, l'échec entrepreneurial, tu n'as pas connu sur une première société ou quoi, mais peut-être que sur Selectra, tu as eu des difficultés à certains moments ou quelque chose comme ça. Ouais, alors les deux, en fait, il y a eu des difficultés sur Selectra. Et puis, en fait, en parallèle de Selectra, j'avais d'autres projets de création d'entreprise, soit au sein de Selectra, soit en externe. D'accord. Donc, à ça, c'était au moment où Selectra n'était pas encore établi comme il l'est, du coup. Exactement, okay. Ouais. Du coup, j'ai eu des difficultés et des échecs sur les deux plans. Alors, d'abord sur la partie Selectra, nous, au début en fait, de l'ouverture du marché, nous, on est vraiment arrivé au début où les consommateurs ont pu commencer à choisir leurs fournisseurs. Il y avait très très peu de fournisseurs qui s'intéressaient à ce marché, qui étaient vraiment considérés comme peu intéressants parce que même les consommateurs n'avaient pas vraiment envie de changer, enfin, c'était vraiment un marché difficile. Et du coup, on avait seulement 2 clients qui voulaient bien nous payer, puisque c'est le business model, à l'apport d'affaires pour les clients qu'on leur envoyait. Et soudainement, ces 2 clients ont fusionné. Et donc le premier qui rachetait le deuxième, du coup sa trésorerie était mise à rude épreuve et il acquérait beaucoup de clients d'un seul coup, donc il fallait en plus les intégrer dans ses systèmes d'information, etc. Donc il n'était pas du tout en mesure d'absorber beaucoup de clients venant de notre part. Donc ils nous ont dit du jour au lendemain, donc au lieu de 2 clients, il n'y en aura plus qu'un. Et par ailleurs, ce que vous faites comme chiffre d'affaires chez nous aujourd'hui, en fait on va vous plafonner à la moitié parce que on ne veut pas vous tuer, donc on ne va pas faire passer le chiffre à 0. En revanche, on ne peut pas non plus accueillir un nombre significatif. Alors juste pour rendre les choses simples, en gros les gens quand vous faites de l'affiliation sur internet, très souvent vous êtes payé à la performance, donc vous envoyez un prospect ou un client et vous êtes payé un certain prix par prospect ou par client. Et très souvent ce qu'on appelle c'est le système de cap dont tu parlais. Donc vous avez un cap, donc votre partenaire vous dit voilà je veux que tu m'envoies par exemple 200 clients maximum par mois ou 400 clients, etc. Et là a priori il y a une réduction de cap. Exactement. Donc a priori pas de nous ce qu'on appelle le payout, donc tu étais payé la même chose au client, mais tu as eu une grosse réduction de cap qui a donc diminué tes affaires. Le prix également baissé. Le prix, ok, donc tu as eu une diminution et de cap et de payout, ce qui est pas bon dans l'affiliation, je te rassure. C'était difficile, donc du coup on a une période difficile, heureusement il y avait d'autres fournisseurs. Et là tu as vécu ce coup dur là et sur Selectra et sur l'autre boîte, les deux étaient dans le même genre de business? Non pas du tout, là c'était vraiment un sujet Selectra. Ok, d'accord. Du coup, effectivement, c'était une période un peu difficile. Heureusement, on a trouvé d'autres partenaires un peu en urgence avec qui on a créé des nouveaux processus parce qu'on faisait de la vente par téléphone. On le fait toujours beaucoup aujourd'hui et leur processus n'était pas du tout adapté pour faire ça. Bref, on a dû en urgence s'adapter. À cette époque-là, il y avait déjà des salariés qui étaient impliqués ou Oui, on était déjà peut-être 25-30. D'accord, donc vous étiez déjà 25-30, donc je connais un petit peu ce truc-là. Tu subis... est-ce que tu t'es posé des questions sur la suite? Est-ce que tu t'es dit que potentiellement ces 25-30 personnes allaient perdre leur emploi? Est-ce que tu t'es inquiété vraiment à ce point-là ou il y avait des signes Alors honnêtement quand même c'était une situation qui était inquiétante, donc oui c'était un risque. Après c'était beaucoup de jeunes qui venaient d'arriver, donc on n'était pas dans une situation où on allait mettre à la porte des gens qui étaient là depuis 25 ans, enfin, donc toute proportion gardée, c'était inquiétant. Et Dieu merci, ça n'a pas été nécessaire parce que rapidement finalement on a pu trouver d'autres fournisseurs, mais un peu in extremis quand même, quoi. Alors peut-être moins sur ton profil, mais je connais pas ton associé, mais est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, parce que les gens veulent comprendre l'entrepreneuriat dans leur ensemble, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, quand on subit ce genre de revers, ça nous remet en question plein de choses qu'on pense acquises? Est-ce que notre ego redescend parce que bon, le succès du début, le petit truc, ça on connaît tous en tant qu'entrepreneur, en tout cas qui sont arrivés à un certain niveau. Et est-ce que c'est pas pour toi quelque chose d'hyper positif de vivre ce genre de moment parce que ça permet peut-être de te remettre les pieds sur terre Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui où tu te dis heureusement qu'on a vécu ça? Je pense que oui. Il y a d'autres exemples d'ailleurs. Je me souviens au tout début, j'étais en stage et en parallèle, je rappelais les gens qui s'étaient inscrits sur notre site internet, donc en 2007, qui nous disaient essayez de me trouver un fournisseur moins cher. Et puis, une fois que j'avais un prospect qui était intéressé par l'offre que je lui proposais, je le transmettais au fournisseur qui lui-même finalisait la vente.
Et donc un jour, on a reçu un email du fournisseur qui disait « On n'arrive rien à transformer, vos clients ne sont pas du tout intéressés. » Alors que moi, je travaillais jusqu'à 20h en stage, je rentrais chez moi à 21h, je les appelais entre 21h et 21h30 parce qu'après c'était trop tard et déjà c'était un peu borderline. Donc j'ai donné vraiment beaucoup de ma personne à ce moment-là pour que ça marche. Et donc c'est pareil, petit coup de blues et on va dire revers, pas forcément attendu parce qu'il me semblait que tout allait bien. Et oui, je pense que ça donne beaucoup d'humilité. Et puis ça apprend surtout à prendre du recul parce qu'à cet âge-là, j'avais 20 ans, donc ça m'affectait forcément. Parce que c'est le début, qu'on ne sait pas trop comment ça marche la vie professionnelle de façon générale. Aujourd'hui, quand il y a un problème, j'en suis moins affecté personnellement de façon générale. C'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs sur ma chaîne, c'est il faut apprendre c'est bête comme terme, mais à prendre de la hauteur et à relativiser beaucoup plus les situations, parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous vivrez des revers quasiment quotidiens, même dans le succès. Il y a beaucoup de revers, il y a beaucoup de difficultés. Ça peut être des problèmes de cash flow, des problèmes avec des partenaires, des problèmes. Et prendre de la hauteur, ça te permet de gérer plus de choses finalement. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de journée sans mauvaise nouvelle, quoi. Ouais, c'est un peu la vie d'entrepreneur. Okay, on connaît la même alors, du coup. Lorsque Selectra a commencé à décoller, parce que bon, là, tu as subi tes premiers revers, etc. Là, ça décolle. Aujourd'hui, je crois que vous êtes 800 ou 850 salariés, c'est ça ? Ouais, donc c'est ordre de grandeur-là. Voilà. Tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain derrière l'entrepreneur. Est-ce que ça a changé tes rapports avec tes amis, ta famille, tes proches, les anciennes personnes qui étaient avec toi à l'école, etc. Est-ce que tu sens le regard des gens changer ? Pas chez tout le monde, mais en tout cas chez une partie. Est-ce que le succès fait peur ? Même tu as été a priori à Sciences Po, on n'a pas eu le même parcours universitaire, mais est-ce que ça change quand même le regard des gens ? Je dirais pas trop, notamment parce que je suis pas du tout du genre à me la ramener, à expliquer la vie aux gens de façon générale, et je suis plutôt timide et j'écoute beaucoup ce qu'on me raconte. Et du coup, parfois il y a le moment où la personne en face réalise « Ah mais en fait… tu as créé une boîte avec 850 personnes dedans ». Donc parfois il y a ce moment un peu qui est un peu embarrassant finalement, puisque ça prouve bien qu'il y a un décalage et que entre guillemets je fais pas vraiment de mine sur ce type de sujet. Voilà. Mais je pense pas que ça ait changé fondamentalement sur la famille, mes relations par exemple, avec mes amis ou ma famille. La relation avec l'argent, la famille et tout, non ? Je pense pas que ça change grand chose. Peut-être parce que tu es discret dessus. Est-ce que ton associé par exemple là-dessus, il a eu d'autres expériences ? Est-ce que tu le sais ? Alors, moi en fait à l'école déjà je travaillais très bien, j'étais vraiment un garçon très sage qui faisait tout bien à l'école. Tout comme moi, pareil. Non, c'est pas vrai. Ouais, je crois que c'était ironique, j'ai bien compris. Non, l'idée c'est donc qu'il y avait une sorte de continuité, parce qu'il n'y a jamais eu de rupture franche et massive sur le sujet. Et puis ensuite, quand j'ai créé donc ma boîte, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de soutien, à quelques exceptions près, dans le cercle familial. Il y a quand même eu des exceptions parce que vous avez parfois des milieux dans lesquels quand vous prenez une initiative, c'est pas forcément hyper bien vu, d'autant plus si vous êtes jeune. Donc ça a pu être le cas, mais c'était pas du tout le cas par exemple de mes parents ou de mon frère, qui était ma famille, on va dire, rapprochée. Du coup j'ai quand même été très encouragé dans cette voie-là. Après c'est moi qui voulais pas trop en parler, parce que ça me gêne un peu, je préfère différencier les deux franchement. Et encore aujourd'hui, j'aime pas parler de mon entreprise et de mon travail en famille, le soir et tout. Je préfère complètement faire la coupure et passer à autre chose. Et je pense qu'on a suffisamment d'autres choses à se dire pour éviter de ressasser ce qui s'est passé dans la journée. Ouais, parce que l'intérêt aussi de ce genre d'interview, pour moi, j'essaie de pas faire une interview où vraiment on parle uniquement de la boîte et tout, mais de l'être humain derrière. Les gens veulent apprendre des choses et je pense que beaucoup de gens m'ont posé la question comment on vit le rapport avec l'argent, etc. Là par exemple vous avez deux gestions complètement différentes. Moi je suis peut-être un petit peu moins discret que toi dans mon cadre privé, en tout cas je l'ai été au début. Avec l'âge ça a un petit peu changé et j'apprends aussi comme vous, donc si j'avais été peut-être plus discret j'aurais eu moins de soucis. Moi j'en ai eu plus par exemple avec mes proches, avec ma famille, etc. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? C'est intéressant. Moi j'ai eu plus de jalousie, j'ai senti beaucoup plus de jalousie. Après
c'est hyper intéressant de voir qu'en fonction du profil, j'ai rarement rencontré un entrepreneur qui a 850 salariés qui est aussi discret que toi, je te le dis honnêtement, et pourtant j'en connais, mais ils sont pas aussi discrets que toi. Donc c'est intéressant de savoir que quand même il y a des clés. Donc vous voyez, la discrétion, ça a l'air pas trop mal comme piste. C'est aussi une valeur sur laquelle on communique beaucoup en interne, l'humilité. Et du coup, ça fait partie des critères de recrutement même. Ok. Du coup, chez nous, on a plutôt cette tradition de la discrétion. Et surtout, ce qu'on n'aime pas trop, c'est les profils qui se la ramènent vachement sur la partie communication, qui font un peu de la politique en interne. On préfère vraiment quelqu'un qui va être compétent et discret, faire son travail dans son coin, et qui serait peut-être moins reconnu en grande entreprise parce qu'il n'aurait pas les bons réseaux ou la bonne communication qu'il faut. Et qui au contraire sera hyper valorisé. Je pense que c'est un très très bon conseil pour les entrepreneurs, et nous on essaie de faire la même chose. On essaie aussi d'éviter les gens qui font de la politique en interne. On le voit beaucoup chez des gros groupes partenaires, et les gens qui font de la politique dans vos boîtes, c'est vraiment quelque chose qui est très très compliqué à gérer. Du coup, vous êtes 850 aujourd'hui. Je suppose que tout ça a mis un certain temps à arriver, mais comment on vit en tant que simple être humain? Comment on vit ce passage d'une taille humaine, 20 ou 25 personnes qu'on peut connaître, qu'on peut côtoyer, on peut connaître peut-être les prénoms, même s'ils ont des petits copains, des petites copines, à cette taille un peu industrielle finalement, où je pense pas qu'aujourd'hui tu connaisses le prénom de chacun de tes salariés. Comment on vit ça, et est-ce que c'est quelque chose sur lequel on est préparé? Est-ce que finalement quand ça arrive, il faut que ça arrive parce que la boîte a besoin de se développer, etc. Et quel est le moment que tu as préféré par exemple? C'est une super question, le moment que j'ai préféré. Je pense que la taille où on était 40, 50 et qu'on était une famille unie et forte, ça c'était un moment vraiment sympa. Tu sors avec tes salariés, puis tu vas boire des coups et tout. Ouais. Ça c'était vraiment sympa. Et donc le défi, c'est d'essayer de répliquer ça, mais dans chacune des équipes, puisqu'en fait, il y a 850 personnes au total, mais en fait, divisées en plein d'équipes différentes qui elles-mêmes peuvent recréer des ambiances familiales en leur sein, et après, il reste à regrouper les différentes familles. Et donc pour regrouper les différentes familles, il y a un sujet important qui est le management. Donc recruter les bonnes personnes, encore une fois, souvent des gens plutôt discrets, mais qui vont être très portés sur la bienveillance, sur envoyer des remerciements, des félicitations, enfin, des choses qui vont créer du lien. Donc ça c'est, je pense, un sujet hyper important pour nous. Et puis on a beaucoup de turnover au niveau de nos conseillers, donc ils changent beaucoup. Donc on a des conseillers qui viennent 3 mois, 4 mois plutôt en mode je viens passer des vacances en Espagne et puis en parallèle je travaille. Alors juste pour expliquer aux gens, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais aujourd'hui tes bureaux sont en France, à Barcelone et à Madrid, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ouais. Okay. Et c'est pour ça que du coup il y a du turnover, parce que tu fais appel à des conseillers français à Barcelone, et ce qu'il faut savoir, c'est que Barcelone c'est beaucoup une ville de passage, donc il y a sûrement des gens qui viennent chez toi. Nous on a moins ce problème là parce que c'est vraiment spécifique ce qu'on fait, mais il y a sûrement des gens qui viennent chez toi et qui se disent je reste 3 mois, 6 mois ou 9 mois à Barcelone ou à Madrid, et puis après finalement je rentre en France. Donc c'est pas spécialement révélateur d'un mauvais management, en tout cas c'est plutôt révélateur de la communauté des Français. Carrément. À Barcelone. Ouais, c'est ça. Okay. C'est effectivement sur ces postes-là. Et du coup, là, la vraie clé, c'est de pouvoir considérer ces gens qui viennent plutôt de passage, leur apporter ce dont ils ont besoin. Mais c'est pas du tout la même chose que les gens qui se projettent chez nous sur le long terme et qui doivent être plus valorisés, avec qui on peut encore créer des relations directes plus régulières, par exemple à l'occasion des bilans RH annuels, où j'essaye toujours d'intervenir et de répondre quand il y a des demandes ou des remarques qui se font, qui émergent à ce moment-là. Donc à chaque attente, on va dire, de collaborateurs, j'essaye de répondre même si on a une taille importante aujourd'hui. Et du coup, vous êtes passé de 25 à 850 en combien de temps? Alors, on devait être 25 en 2012. Ok. Donc aujourd'hui, on est 850 en 2018. Ok. Donc en 6 ans. En 5-6 ans. Et quand on a autant de gens à recruter, du coup je suppose que tu es encadré avec une DRH, etc., peut-être même des cabinets externes qui t'aident sur certains postes. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça fait juste peur en fait d'y aller, de s'engager dans un recrutement massif? Est-ce que tu n'as pas cette crainte? Parce que moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont un super business plan,
ils sont 20, 30, 40 et ils pourraient scaler juste en embauchant plus. Et finalement, ils restent à leur position ou situation parce que juste en fait, il faut recréer, comme tu l'as dit en fait, c'est une petite équipe de 50 qui est une famille. Il faut recréer une deuxième famille et très souvent les entrepreneurs ont peur de recréer cette famille et finalement leur boîte par exemple, elles font genre 10 millions et finalement ils vont rester à 10 millions. Ils vont essayer de travailler plutôt leur marge que d'aller travailler leur croissance. Toi, comment tu as réussi à aller là-dedans, sachant que tu n'as pas été financé par des fonds? Donc je suppose que vous avez pris du risque en perso avec ton associé. Donc comment cette décision elle t'est venue de dire vas-y j'y vais, je prends le risque, on recrée d'autres familles Ouais, alors du coup on a deux chances je pense dans l'affaire, c'est que d'une part on a toujours été rentable, donc on a toujours pu s'autofinancer pour notre développement. Notre deuxième chance surtout c'est qu'on a une activité qui est par nature très consommatrice de main d'œuvre. Donc concrètement, on fait beaucoup de contrats par téléphone, les gens veulent encore beaucoup passer par le téléphone, le full online se développe en parallèle, mais la majorité encore dans les pays européens, des contrats se font par téléphone pour tous nos métiers. Et du coup, c'est tellement consommateur de main d'œuvre que si on n'embauche pas, on fait rien. Et du coup, c'est désinhibant très rapidement sur le fait que employer c'est risqué ou quoi que ce soit. Employer pour nous c'est la vie. Et s'il n'y a pas de salariés, on fait pas de chiffre d'affaires. Et du coup, dès les premiers mois d'activité, finalement, quand on a commencé à s'y mettre à plein temps, on avait des salariés parce que on faisait pas face au flux d'appels qui arrivait. Et comme on est sur des emplois pour ces téléconseillers qui créent du chiffre d'affaires au fur et à mesure qu'on en embauche, a priori, on n'est pas trop en risque. Donc finalement, c'est la boule de neige et puis finalement, tu t'es pris au jeu, quoi. Exactement, donc c'est moins difficile à recruter que des équipes qui viennent simplement gonfler les coûts fixes sans apporter de revenus complémentaires. Donc bien sûr, on a aussi beaucoup d'équipes qui constituent des coûts fixes, mais grâce à ces premiers conseillers qu'on a recrutés, on a été très vite désinhibés sur ces sujets. Mais donc, j'essaie de faire le tri dans ce que tu me dis. Donc finalement, tu n'as pas eu... tu es hyper rationnel comme entrepreneur, j'en croise pas mal, et tu es hyper rationnel, mais tu n'as pas eu ce vertige du succès. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont le vertige du succès, qui se disent... Oui, si j'embauche un téléconseiller, ce sera rentable tout de suite parce qu'il m'apporte des affaires, etc. Mais ça fait 10, 20, 30, 40, 50 personnes de plus à côtoyer, à gérer, à machin. Et des fois, il y a des entrepreneurs qui ont juste le vertige. Toi, tu l'as pas. Alors, je peux l'avoir par exemple quand je vais à Madrid, qui est notre principal bureau. À Paris, on est 40 ou 45, quelque chose comme ça. Donc, je connais tout le monde, c'est super facile. Mais là, je débarque à Madrid, et on doit être 750 à Madrid. J'essaye d'aller voir chacun en fait. Donc évidemment assez rapidement. T'essaies d'avoir les 750 alors au moins 400 on va dire. Toute la journée. Donc ça me prend beaucoup de temps. Je passe ma vie à aller demander aux gens comment ça va et tout. Et du coup là c'est un peu intimidant parce que moi je les connais pas. Surtout vu ton profil, t'as l'air un peu discret. Donc voilà, donc effectivement pour moi c'est... là il y a un petit vertige du allez j'y vais et c'est pas grave et ok c'est moi le boss, oui c'est vrai c'est moi le boss de cette histoire. Et j'essaye de me remettre un peu dans le contexte pour me donner du courage pour y aller. Donc j'ai la réponse à ma prochaine question, mais je vais quand même te la poser. Toi tu arrives à avoir de l'empathie pour chacun en tout cas tu essaies d'avoir de l'empathie pour chacun des 850 dès que tu les croises. Tu arrives à essayer de garder ce côté très humain, même si vous êtes 850. Je dirais que j'essaye, dès que tu le peux. Mais que c'est difficile et que du coup il y a plein d'erreurs qu'on fait, on vexe des gens super facilement sans s'en rendre compte. Du coup, quand on s'en rend compte, il faut essayer d'aplanir les difficultés. On fait 1000 gaffes qui sont surinterprétées parce que c'est le boss qui a dit tel truc et du coup je pense que... donc ça force à beaucoup de vigilance dans les relations avec les autres et donc je fais des gaffes toute la journée. Maintenant j'essaye aussi de communiquer sur le fait que si j'ai fait une gaffe, c'est vraiment parce que c'est une gaffe et que c'est pas parce que je voulais particulièrement dire quelque chose de mal sur un travail ou sur la personne en question. Donc j'essaye aussi de faire passer le message du c'est pas grave, on en parle et si jamais tu t'es vexé pour un truc, tu viens m'en parler et puis on apaise le malentendu. Tu tutoies ou tu vous vois tes salariés? Tutoie, donc tout le monde se tutoie sans exception. Est-ce que tu penses que la clé de tout ça, au-delà du business plan, etc., ça c'est hyper personnel, ça dépend de ton environnement, des études que tu as fait, etc. Donc, par exemple, nous on est un peu sur un business plan similaire, mais moi je suis plutôt full online, toi tu es plutôt sur du calling. Est-ce que tu penses que la clé de tout ça c'est l'encadrement?
Bonne question. Oui, évidemment, la partie encadrement joue beaucoup, notamment à créer une ambiance particulière. Et à pouvoir monter justement plusieurs familles, etc. Parce que tout ça, Exactement. Il faut qu'elles soient encadrées, managées. D'autant plus que ces métiers du call sont des métiers difficiles. On prend des appels toute la journée. C'est répétitif, c'est souvent les mêmes motifs d'appel qui se répètent, les mêmes déroulés de conversation. Des fois, les gens sont pas très contents. Des fois, les gens sont pas contents. Et du coup, on est vraiment dans je reste parce que ça se passe bien, que mon superviseur est sympa et crée une ambiance d'équipe qui est cool, que je me suis fait des amis pour sortir le soir et que je me sens appartenir à une famille. Et souvent, c'est une famille à l'échelle d'une équipe, donc 10-15 personnes, plutôt qu'à l'échelle de l'ensemble de la boîte. Mais effectivement, du coup, ça rend l'encadrement hyper important. J'avais vu une étude qui montrait qu'au-delà du salaire, les salariés restaient principalement pour le projet, l'équipe et les collaborateurs. Les collaborateurs. Donc beaucoup de gens pensent que c'est le salaire qui motive les gens. La réalité, c'est que c'est pas leur critère numéro 1 en fait. Alors, on va passer à des questions plus concrètes. Aujourd'hui, Selectra, c'est combien de chiffre d'affaires ? Alors, si tu veux communiquer l'information. Oui, il n'y a pas de problème. Donc on vise autour de 34 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 contre 24,5 en 2017. Donc vous avez une bonne croissance. J'ai fait un petit peu mes recherches, j'ai vu que... Donc là, tu me parles du chiffre d'affaires groupe, je suppose ? Oui. D'accord. Parce que vous avez Selectra Group et vous avez des sociétés filles un petit peu dans différents pays. J'ai vu le Japon. Pourquoi le Japon ? Alors le Japon, en fait, donc pour nous, on est beaucoup quand même sur les problèmes énergie, la réduction des factures d'énergie. Et le Japon est le plus grand marché du monde ouvert à la concurrence pour l'électricité, puisqu'il y a 120 millions de consommateurs et qu'il n'y a aucun marché de cette taille-là qui a ouvert son... Attention, ils sont en baisse démographique. Hein. Oui, tout à fait. Donc ils vont bientôt tomber à 100, mais même à 100, ça reste un énorme marché potentiel. C'est pas avant 2050-2060, je crois, qui tombe. Ouais, mais enfin, ça va quand même à une vitesse relativement inquiétante. Hein. D'accord. Et du coup, il y a une opportunité pour nous qui est évidente, et d'autant plus que mon associé et moi, nous sommes rencontrés en cours de japonais, et on a vécu tous les deux à Tokyo. Moi, j'ai plein d'amis japonais, j'y vais de temps en temps, donc on a une familiarité culturelle qui rendait, on va dire, le lancement possible. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi d'aller au Japon. Alors s'il y a des questions dont tu ne veux pas répondre, on les passe, mais j'ai vu par exemple que pour certaines de vos sociétés filles, vous vous associez avec un partenaire local. Ouais. Je crois avoir vu dans les statuts que c'était 51-49. 50-50. 50-50, d'accord. Ça c'est un choix, c'est plutôt un choix stratégique ou c'est plutôt un choix, je pose la question comme je la pense, de facilité de gestion? Alors je pense que c'est un choix qui est dicté par la taille du pays notamment. Donc quand on a un grand pays, ça vaut sans doute le coup d'avoir un associé qui va le développer, donc il va évidemment nous diluer au capital de la société locale, mais par contre son action va s'exercer sur un marché suffisamment grand pour que son dynamisme, son autonomie, sa capacité à driver des équipes soit un atout hyper précieux et donc il rentabilise entre guillemets ce qui nous a fait perdre en dilution de capital. Pour des pays plus petits, où le potentiel a été moins révélé peut-être, là au contraire il vaut mieux qu'on y aille tout seul et qu'on se débrouille en recrutant des country managers qui vont aussi en fait souvent faire un travail formidable parce qu'ils vont prendre le pays comme si c'était leur bébé à eux et le porter finalement presque aussi bien qu'un entrepreneur et avec le même niveau de détermination parce qu'ils s'y seront attachés affectivement. C'est important, je pense aussi pour les gens qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs que tu dois côtoyer aussi, qui s'intéressent beaucoup aux actions qu'ils ont et non pas au volume d'affaires qu'ils peuvent faire. Donc là, vous avez l'exemple d'un entrepreneur qui fait 34 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui accepte de diluer un peu son capital pour faire plus en volume absolu. Moi je trouve ce choix hyper intelligent, je te le dis, et je pensais pas que c'était pour ça, je pensais que c'était plus pour un aspect facilité de gestion et pour pouvoir multiplier l'expérience dans beaucoup de pays. Bon, il doit y avoir de ça un petit peu aussi. Bien sûr, ouais. Mais c'est intéressant ce choix d'accepter de se faire diluer, parce que finalement dans certains pays, si tu es associé toi aussi sur tes 50%, tu as moins que le mec qui gère ce pays sur cette partie-là. Alors il y a deux associés. Donc il y a deux associés qui ont 25 chacun, donc 50 à 2. D'accord. Et nous, la France, qui avons 50 aussi dedans. Ok. Mais effectivement, sur les pays où j'ai des associés,
la personne qui résout les emmerdes en dernier recours, c'est eux et c'est pas moi. Et du coup, ça me fait aussi économiser beaucoup de temps et puis beaucoup de disponibilité d'esprit pour faire autre chose pendant ce temps-là. Alors, on va arriver dans les dernières questions que moi j'ai à te poser et ensuite, comme c'est une des premières que je fais sur ma chaîne, en fait je crois que c'est la première interview que je fais. Ensuite on va aller sur mon Twitter, j'ai demandé aux gens ce qu'ils voulaient te poser comme question sans dire que c'était toi. Donc on va essayer de répondre à quelques questions des gens. Donc la question que j'ai à te poser, elle est plus... elle est axée Selectra, mais elle est plus principalement pourquoi vous n'avez jamais fait de levée de fonds et qu'est-ce que tu penses des levées de fonds en général? Alors, bonne question. Je pense aussi une question d'actualité, parce qu'on voit énormément de startups en ce moment lever des fonds avec des valorisations incroyables, des montants très élevés. Je prépare une vidéo là-dessus justement, c'est pour ça que ton avis m'intéresse. Ah bah alors j'ai un avis assez tranché sur le sujet. C'est que tout cela rappelle quand même fortement la bulle internet des années 2000. D'autant plus que là les taux d'intérêt sont en train de se retourner aux États-Unis et que c'est précisément ce qui avait fait éclater la bulle internet des années 2000. Donc vraiment on est dans une situation où il faut arrêter de considérer la levée de fonds comme un succès en soi et davantage essayer de créer une activité pérenne, quitte peut-être au début à ce qu'elle soit un peu plus petite avant de lever des fonds pour scaler. Mais voilà, l'idée que la levée de fonds est une fin en soi est trop répandue, je pense, dans la communauté des startups aujourd'hui. Il y a à peu près le script de ma prochaine vidéo. Mais du coup, toi, est-ce que des gens t'ont proposé à certains moments dans Selectra? Alors, toutes les semaines, je reçois des mails de fonds d'investissement qui me proposent aujourd'hui d'investir au capital de Selectra ou en tout cas d'étudier le dossier. Et pourquoi pas, parce qu'à l'avenir, ça peut se justifier. On peut avoir tout un tas de raisons qui sont bonnes de faire des levées de fonds parce qu'on a une accélération qui est à prévoir de nos besoins en dépenses et on pense que ça va se suivre d'une accélération de nos revenus mais un peu en différé. Bref, il peut y avoir des tas de bonnes raisons de lever des fonds aujourd'hui et donc je ne ferme pas du tout cette opportunité-là. En revanche, je dis attention, c'est vraiment un moyen et jamais une fin. Donc quand on a levé des sommes importantes, c'est pas vraiment le succès, c'est le début d'une marche difficile vers la pérennité. Et il y a aussi une culture qui s'est développée de je suis entrepreneur mais c'est pas ma thune et du coup j'ai tant de millions à cramer. Et du coup, ça c'est vraiment malsain pour l'écosystème startup français. Et bien sûr, c'est bien de lever des fonds, mais à condition de le considérer comme un moyen. Aujourd'hui, tu as plus d'entrepreneurs qui fêtent une levée de fonds plutôt que d'entrepreneurs qui fêtent des bons résultats. Je trouve ça un peu fou, mais et d'ailleurs, même les médias français news beaucoup plus. Tu vois, j'ai jamais vu une news genre Selectra, boîte française qui fait 34 millions avec 850 salariés, super. Par contre, tous les jours, je vois des news genre telle boîte qui perd du blé depuis 5 ans vient de lever 10 millions d'euros, génial. Oui, c'est ça. C'est un peu bizarre. Il y a une accroche médiatique en levée de fonds qui marche assez bien. C'est intéressant de voir ces niches, même dans notre micro-domaine, l'entrepreneuriat. Les médias s'engagent vraiment sur, pareil, le clic en fait. C'est marrant que tu poses cette question maintenant parce que la semaine dernière, j'ai rédigé un projet de communiqué de presse qui dit Breaking News, Selectra lève 0 € et qui parle justement de ce sujet du attention, t'auras beaucoup plus de clics en pubant lève 0 € qu'en mettant on est en succès quoi. C'est clair. C'est assez hallucinant. Du coup, pour les néophytes qui connaissent pas trop ton marché, donc tu as bien expliqué le principe de Selectra, mais c'est qui tes principaux concurrents? Et moi, la question que je me pose, c'est plus... en tout cas, moi je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur, on a toujours un concurrent, on ne sait pas pourquoi, mais on a un a priori un peu plus fort avec lui, où on a vraiment l'impression que c'est lui notre concurrent, alors que des fois quand on regarde sur les chiffres et tout ça, c'est pas spécialement le concurrent qui prend le plus de place. Est-ce que tu connais ce petit truc-là sur ton marché? Alors nous on a plus des concurrents historiques et puis des concurrents récents. Donc du coup on a une vision différente peut-être de cette concurrence historique parce que les gens qui sont là depuis le début on les connaît mieux, on a eu l'occasion de se parler, on sait ce qu'ils font. Donc nous en fait comme on est sur plusieurs marchés, donc l'énergie, les télécoms, l'assurance, etc. Exactement. Et du coup très souvent ce qui se passe c'est qu'un concurrent vient d'un domaine en particulier et après est venu sur les domaines voisins. Donc nous par exemple on vient de l'énergie et on est allé vers les télécoms, l'assurance, la banque. Un jeu change par exemple qui est notre concurrent historique d'abord vient des télécoms et puis s'est développé dans l'énergie. Par exemple c'est lui que tu estimes comme étant ton concurrent historique? Ouais, tout à fait. Ok. Et est-ce que c'est réel dans les chiffres ou pas? Oui, puisque je change doit être notre
plus gros concurrents en termes de chiffre d'affaires. D'accord, donc là, il y a une corrélation. Parce que nous, par exemple, on a un concurrent historique, mais c'est pas le plus gros en termes de chiffres. Mais on sait pas, on a une espèce de concurrence avec. Mais pas animosité, au contraire, on se respecte beaucoup, on s'apprécie beaucoup. Mais en termes de concurrence, on a vraiment envie de se tirer à la bourre. Donc vous, ça se ressent. Vous, ça se ressent dans les chiffres. C'est le mec qui prend le plus de place à côté, qui est ton plus gros concurrent historique. Ok, c'est intéressant. Bon, du coup, on a fini les petites questions que moi j'avais à te poser. C'était plutôt sur la partie, comme tu l'as vu, entrepreneur, être humain, que plutôt sur un aspect chiffre, même si je pense qu'on a parlé pas mal de chiffres. Donc aujourd'hui, Selectra recrute pas mal. Je vois beaucoup les publicités sur YouTube et tout. Donc si tu veux, avant qu'on passe aux petites questions Twitter, préciser un peu où tu recrutes et quel genre de poste, si ça peut te faire un petit peu de publicité, n'hésite pas. Donc, super. Alors effectivement, les plus gros recrutements se font sur des les plus gros recrutements se font sur des postes de téléconseillers pour plein de pays différents. Si on parle de la France, c'est basé principalement à Barcelone et à Madrid. Okay. On recrute aussi également beaucoup d'équipes techniques, donc des développeurs. On vient de faire un recrutement important sur un VP of Engineering notamment, donc un poste haut placé au sein de notre structure de notre pôle technique. On recrute également beaucoup sur des postes de contenu sur le web, donc pour travailler le SEO par exemple, donc l'art de positionner ses pages dans Google. Le SEO, c'est Search Engine Optimization. Exactement. Voilà, du coup, sur de façon donc principalement France, Paris, je suppose, Barcelone, France, Paris, et Madrid. Barcelone, Madrid, tout à fait. Okay, voilà. Donc si vous êtes français, vous êtes en Espagne, à Barcelone ou à Madrid, Selectra recrute. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça doit être sur le site web directement. Oui, tout à fait, un espace recrutement sur groupe.selectra.info. Ok. Donc on passe aux questions Twitter. Les questions sont, je te les dis exactement comme on me les a posées, parce que je veux pas que les gens disent que j'ai manipulé ou quoi. N'hésite pas à reformuler si ça te pose un souci. Donc on me pose la question. Et je sais que beaucoup de gens ont fave cette question, donc ils veulent que je la pose, même si elle est un peu tricky. Est-ce qu'une femme, une femme est-elle réellement aussi productive qu'un homme dans tous les domaines, au niveau de l'entrepreneuriat, et inversement? Et on te demande, s'il te plaît, en évitant la langue de bois, discours féministe égalitaire de préférence, sinon la question n'a pas d'utilité. D'accord. Alors effectivement, question difficile, mais en fait, pas tant que ça, parce que la réponse est oui, franchement. J'ai vraiment aucun doute sur le fait que les femmes sont aussi productives que les hommes sur tous les sujets qui nous, en tout cas, nous concernent. Donc il y a moins de femmes en développement web, parce que c'est un métier très technique sur lequel il y a moins de candidats féminines. Donc là c'est une question de ratio et non pas de productivité. C'est une question. Il y a juste moins de femmes qui font. Ça. Okay. Et donc du coup, heureusement nous, l'une de nos toutes premières développeuses est donc une femme, par ailleurs une mère de famille qui travaille à distance. Et elle est là depuis au moins 5 ou 6 ans chez nous et c'est l'éternité pour nous. Donc même sur ce poste-là, qui est réputé très masculin, on est ravis de son travail et bien sûr elle a des tas de choses à apprendre à ses collègues masculins. De façon générale, il y a plutôt une surproportion de management féminin chez Selectra. Et donc là on vient de nommer la semaine dernière une collaboratrice de 24 ans au poste de directrice générale de Selectra France. Du coup, incontestablement, ni l'âge ni le sexe ne posent problème pour diriger des équipes. Et donc j'insiste aussi, donc, le genre pour moi ça va pas mal de soi. J'ai jamais eu de problème à travailler avec des femmes, ça a toujours été hyper fluide et c'est jamais rentré vraiment en ligne de compte dans nos relations. Et j'insiste aussi sur l'âge, on n'a strictement rien à faire de l'âge que vous avez chez Selectra pour vous donner des responsabilités et c'est aussi une valeur qui nous distingue, je pense, beaucoup des grands groupes. Les diplômes, vous êtes très inquiété sur les diplômes ou Alors les diplômes, ça nous préoccupe à l'embauche. Okay. Donc c'est un vrai sujet pour nous. En fait, c'est la théorie du signal, je ne sais pas si tu connais. C'est dire le diplôme en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que tu as été sélectionné. Et donc du coup, c'est un signal positif à l'embauche parce que tu es capable de, dans un environnement académique, performer. Et après, une fois qu'on est rentré dans la société, par contre, ça compte beaucoup moins parce qu'on va bien voir le travail au quotidien. Exactement, donc là, c'est la performance qui compte. Alors moi, je me permets du coup, pour la question Twitter, de donner mon avis sur les femmes. Moi, personnellement, je pense plus que c'est un aspect pression sociale et vie sociale dans son ensemble qui fait que les femmes sont moins représentées dans les sociétés. Je pense qu'il y a beaucoup moins de femmes carriéristes
et c'est encore une fois, c'est une question de ratio. Mais quand on tombe sur des femmes carriéristes qui maîtrisent leur domaine, alors là, je réponds puisque c'est un gros youtubeur qui a posé cette question, enfin, pas un gros youtubeur, mais en tout cas, c'est un youtubeur qui a posé cette question. Les femmes sont aussi performantes que les hommes, parfois même elles ont des avantages, elles sont parfois plus rigoureuses, etc. etc. Donc je pense surtout qu'on revient d'un temps où la femme, et ça c'est pas nous qui l'avons mis, où la femme était à la maison et machin et tout, où elle était moins carriériste. Aujourd'hui les femmes ont beaucoup plus de temps pour s'investir dans leur carrière et sont aussi performantes que les hommes, si ce n'est plus. Pour la petite histoire, nous aussi on a eu une femme développeuse et elle était très très forte, elle est devenue chef d'équipe après. On a des femmes dans quasiment tous les métiers qu'on fait, que ce soit des commerciaux, aux ressources humaines, à la comptabilité et tout. Donc ce cliché de dire que les femmes sont uniquement dans les ressources humaines et au secrétariat, je pense qu'aujourd'hui c'est faux. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de femmes qui prennent plus de temps pour leur vie familiale que pour leur carrière, mais c'est en train de s'inverser. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'hommes au foyer. Avant, ça n'existait pas trop. Donc, je pense que ça va... Enfin, c'était une question... En fait, ça va tendre progressivement vers l'équilibre. Je pense, du point de vue de la pression sociale qu'il y a sur des femmes pour s'occuper des enfants, avoir des enfants rapidement, etc. Mais effectivement, dans les relations professionnelles, nous, ça n'a jamais été un sujet, même consciemment, on ne s'est jamais dit tiens, c'est une femme donc, ou tiens, c'est un homme donc. Question tricky, mais vous payez les femmes la même chose que les hommes au même poste? Alors, nous, c'est au cas par cas, donc j'ai pas fait la moyenne de ce que les femmes sur un téléconseiller, par exemple. Sur un téléconseiller, évidemment, c'est mais femmes, non, mais il faut savoir qu'en France, la stat, c'est pas ça, c'est un téléconseiller homme sera payé ça, et un téléconseiller femme sera payé ça. Nous, par exemple, on paye. Donc, si c'est le poste de commercial n'a pas de genre, en fait. Donc, si c'est un commercial, que ce soit homme ou femme, il aura le même salaire. Donc, vous, c'est la même chose. Bien sûr. Au même poste, un homme et une femme gagnent la même chose. Bien sûr. Du coup, on me demande comment gères-tu la conversion en numérique et les nouvelles formes de management? Donc, on en parlait en off, pour vous dire. Donc, oui, tous les trucs genre Slack, Bamboo, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait gagner énormément de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est primordial pour une boîte qui est principalement dans le numérique ou pas d'ailleurs, mais est-ce que c'est des outils qui pour toi sont en train de révolutionner le milieu? Ah oui, à fond. Et donc du coup, par exemple chez nous, il n'y a pas de réunion, ou alors vraiment très très peu. Et donc hier, on parlait avec quelqu'un qui travaille en grand groupe qui m'a dit pour ce projet, j'ai fait 3 réunions. On a fait 3 réunions. Mais nous, ça fait 1 an qu'on n'a pas fait 3 réunions sur un projet, ça n'arrive jamais quoi. On a un groupe dans Slack quoi. Exactement, on a un groupe dans Slack. Si vraiment c'est un projet significatif avec beaucoup de gens, on va créer un projet sur Basecamp et on va gérer les flux qui vont bien pour que chacun reçoive la bonne notification qui va bien. On utilise énormément Trello aussi, qui moi à titre personnel, c'est mon outil préféré. Donc on se crée des cartes, on les fait avancer, on se les attribue, enfin c'est un peu sur le même système que Basecamp finalement. Et donc ça nous évite tout simplement de faire des réunions à l'infini où tout le monde s'ennuie. Et moi j'ai des tas d'amis qui travaillent en grosse boîte et qui passent leur vie en réunion de 9h30 à 18h. La réunionnite. Infernal, je sais pas comment font les gens pour survivre à ça quoi. Ce serait vraiment pour moi un calvaire. Et du coup, ressources humaines, tu sais aussi les outils que vous utilisez? Parce que ça a beaucoup, enfin nous en tout cas, depuis qu'on s'est mis à la page, ça a clairement changé le management dans le bon sens au niveau des ressources humaines. Nous on utilise le même système d'information que pour notre CRM. D'accord, donc vous avez votre truc... Donc c'est une sorte de... ça s'appelle Zoho, c'est un concurrent de Salesforce. Et du coup, comme dans le démarchage de candidats, finalement, c'est un peu la même chose que dans le démarchage de clients. Et on utilise les mêmes outils, un peu différemment évidemment, pour pouvoir suivre tout ça. C'est intéressant. Je vais t'en poser une dernière parce que on a reçu quand même pas mal de questions sur Twitter, mais on ne peut pas uniquement répondre à ça. On te demande déjà, est-ce que tu lis en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as beaucoup lu avant d'entreprendre? Est-ce que tu as continué à lire après? Et est-ce qu'il y a des livres qui peuvent aider les gens en tant qu'entrepreneur? Alors, j'ai pas lu de livres sur l'entrepreneuriat en tant que tel. Par contre, je lis beaucoup de façon générale, mais rien à voir. Moi, je suis assez littéraire dans l'âme, donc je lis plus de la littérature française contemporaine, de la littérature japonaise, de la littérature française plutôt 19e, des mémoires plutôt donc des livres à connotation historique. Bref, donc plein de choses. Je suis aussi passionné par l'Himalaya en général et du coup le bouddhisme, mais du coup rien à voir avec l'entrepreneuriat du tout. Donc je pense que le seul bouquin que j'ai lu vraiment dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est un bouquin sur le référencement d'Olivier Andrieux. Donc ça c'était sur une compétence donc technique dont nous on a besoin et je pense dont beaucoup d'entrepreneurs ont besoin aujourd'hui.
Et c'est le seul livre que j'ai lu dans le cadre professionnel. Alors moi on me pose beaucoup cette question, je devais même faire une vidéo dessus, donc si je peux vous conseiller quelques bouquins, je conseille Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui vous aidera énormément, alors il ne faut pas se fier au titre, mais qui vous aidera énormément sur votre faculté à gérer l'humain dans son ensemble. Je vous conseille la très bonne biographie de Steve Jobs, je ne sais pas si tu l'as lu, mais pour moi c'est la... Donc le même mec qui a écrit la biographie de Steve Jobs a aussi, je crois, écrit la biographie d'Einstein, enfin du coup pas une biographie mais une biographie posthume qui est extraordinaire aussi, et ça c'est vraiment c'est les deux bouquins, si vous en avez que deux à choisir quand vous lancez, c'est ceux que je conseille. Après du coup je prépare une vidéo là-dessus aussi, donc je vais en parler plus tard, mais est-ce que tu penses que c'est parce que moi par exemple plus je travaille moins je lis, est-ce que toi c'est corrélé ou au contraire toi ça te permet est-ce que c'est un exutoire pour toi la lecture? C'est complètement un exutoire, donc je suis ravi de passer à autre chose à la fin de ma journée de travail et de vraiment me créer un univers parallèle. Tu vois, on ne le vit pas du tout pareil, parce que moi, la lecture, c'est plus un investissement, parce que je pense que j'ai pas eu un parcours scolaire très longtemps, donc moi ça a été plutôt un investissement, et du coup mon exutoire ça va être plus les jeux vidéo. Et donc du coup je lis beaucoup avant de lancer des nouveaux projets. Ensuite quand je lance le projet je lis plus du tout. Et ouais, donc toi tu le vis vraiment comme un exutoire. Ouais, c'est plus un plaisir, une passion, et j'ai du mal du coup à le relier au professionnel, ça m'ennuie quoi. Ok. Bon bah voilà, c'était la petite interview de Xavier Pinon de Selectra. J'aimerais bien rencontrer un jour ton associé. Si c'est lui le profil un petit peu plus cash, ce serait intéressant aussi. Du coup, je te souhaite bonne continuation pour Selectra. Est-ce que là vous allez vers où? Qu'est-ce qui se lance? Qu'est-ce qui se prépare pour l'année? On prépare plein de nouvelles choses. Déjà, on diversifie beaucoup nos produits, donc on se développe beaucoup sur l'assurance, beaucoup sur la comparaison des tarifs bancaires, qui sont nos deux gros nouveaux projets phares. Et puis on se développe beaucoup sur la façon de l'expérience utilisateur pour développer les ventes full online, et donc pas seulement les ventes au téléphone, mais aussi proposer nos propres outils pour que les gens puissent souscrire en ligne en quelques minutes, non seulement pour l'énergie par exemple quand ils déménagent, mais aussi sur un seul et même formulaire à tous les produits et services de la maison dont on a besoin à l'occasion du déménagement. Donc on essaie de faciliter la vie des gens. Tu me disais aussi en off que vous avez aussi travaillé l'image de marque de Selectra, parce qu'aujourd'hui Selectra n'est pas très connu en B2C, donc business to client, donc les gens ne connaissent pas trop le nom Selectra. Donc je précise juste quelques petits trucs pour l'interview. On l'a fait vraiment le plus proprement possible. Xavier et moi on ne se connaissait pas avant cette interview. On s'est vu à peine 5 minutes avant l'interview. On a essayé de faire ça comme ça pour que les questions et les réponses soient le plus spontanées possible. On a eu le temps de parler de temps en temps off quand on coupait une ou deux questions, mais vous avez vraiment le truc brut de décoffrage. Donc voilà un petit peu l'exercice qui a été fait aujourd'hui. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à mettre vos prochaines questions pour les futures. Voilà, bonne journée à vous, c'était Rurk.